Haïti a payé ces réparations pour pouvoir être reconnu. C'est vrai qu'ils avaient gagné la guerre contre la France. C'est vrai qu'ils auraient pu ne pas être obligés de payer, mais là, ils ont regardé, ils ont dit, c'est au niveau de la casser les coalitions des pays esclavagistes qui ont fait le blocus autour. D'ailleurs, en fait, cette dette n'a même pas empêché le blocus parce que le blocus a réellement eu lieu et on a cassé Haïti pour que justement ça soit jamais vu comme un bon exemple. Ouais. Il fallait vraiment casser. Mais cependant, la dette avait été acceptée d'être payée, la réparation, pour qu'il soit reconnu. Mais c'est vrai que cette question de... En tout cas, pour ce qui concerne l'UNESCO, nous, bon, c'est une organisation intergouvernementale où il y a aussi bien des pays qui ont été victimes de la traite comme des pays qui l'ont pratiquée. Donc cette question des réparations matérielles, je parle, il n'y a pas de consensus. Mais par contre, là où il y a un consensus, et il n'est pas négligeable, c'est tout le monde est d'accord qu'il faut qu'il y ait une réparation éthique, qu'il faut qu'il y ait une réparation historique, et symbolique, éthique, symbolique, et une réparation éducative. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse l'enseigner. Ça, sur le principe, tous les pays membres de l'UNESCO ont accepté. Donc maintenant, il y a... Bon, mais est-ce qu'on pourrait aussi juger pour les crimes contre l'humanité, on juge. Mais oui, pourquoi on ne pourrait pas aussi avoir cette démarche? Les coupables pourraient être à la fois les États et les entreprises, parce que ce sont quand même des comptoirs qui ont été ouverts. Des grandes multinationales. Et comme on est en capitalisme, on sait à peu près qui fait du bénéfice, qui fait des pertes. On ne pourrait pas... C'est juste une piste, hein, monsieur. Bon, moi par contre, moi je pense qu'il faut juger, parce qu'en général, la justice, on juge, c'est une personne et on juge des gens qui sont directement responsables. Justement, les entreprises. On a jugé la SNCF pour avoir transporté des Juifs dans des camps de concentration. IBM a été jugé aussi pour avoir contribué à... C'était la peine, c'était quoi alors? C'était un jugement éthique. On leur a dit qu'ils avaient tort d'avoir fait ça. Mais il y a des réparations financières qui ont suivi. Il y a par exemple des pertes de contrats qui ont été notées aux États-Unis, puisqu'il y avait un projet sur lequel la SNCF était engagée dans une offre commerciale et finalement elle l'a perdu. C'est une sanction. Oui, c'est ça la force de Il faut mettre la pression sur l'autre camp en fait. Quoi. Tout à fait. Et c'est là où nos États, les États africains... Mais aux États-Unis, on a beaucoup parlé de ce dossier. On a beaucoup parlé aux États-Unis de cette question des réparations. Finalement, elle fait pchit ou... Parce que les descendants d'esclaves aux États-Unis sont très bien organisés. Ils ont des lobbies qui ne sont pas aussi puissants que d'autres, mais qui essayent de faire quelque chose. Mais nous, nos pays africains... on peut quand même dire que les Afro-Européens, entre guillemets, se sont quand même bien battus, parce qu'au moins la France a reconnu ça comme crime contre l'humanité. Et puis elle n'a pas fait spontanément. Ça a été le fruit d'un combat depuis au moins des années 70, voire avant. Alors qu'aux États-Unis, je ne pense pas que ce soit le cas. Non. Je ne pense pas que les Afro-Américains aient réussi à faire reconnaître ça. Bon, ils ont fait qu'on mette une notice sur Tintin au Congo pour dire que bon, donc c'est quand même positif au niveau des Africains. Ils se sont appropriés le nom afro-américain. Et ça, c'est une grande victoire. Mais... je pense qu'il y a beaucoup de mouvements qui travaillent sur cette question. Au niveau de l'Union africaine même, il y a la Commission du droit international qui est en train de se pencher sur cette question-là. Il y a des débats qui sont en cours et la société civile est en train de... Votre organisation, madame, il y a beaucoup d'organisations qui travaillent sur cette question-là. Et il y a une question aujourd'hui, puisqu'on arrive à la fin de l'émission pratiquement, les nouvelles formes d'esclavage, et notamment en Mauritanie, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on lutte contre... Est-ce que vous avez l'impression d'être délaissé par rapport à l'esclavage historique, si on peut s'exprimer comme ça? Vous savez, en 2000, moi j'avais participé à un colloque ici à la Sorbonne sur l'esclavage au Soudan et en Mauritanie, parce que ce sont deux cas qui sont voisins. Je ne sais pas ce que vous appelez les nouvelles formes d'esclavage, mais moi, on va essayer de parler de deux formes d'esclavage qui existent en Mauritanie, selon qu'on soit dans les sociétés noires de Mauritanie ou dans la société arabe. Il y a l'esclavage dit traditionnel de cases, où certaines communautés sont dites esclaves, mais de façon séculaire, mais elles ne travaillent pour personne, elles sont libres, elles ont droit à l'héritage, elles ne sont sous la domination de personne. Cependant, elles sont discriminées. Elles sont, on estime comme les discrimination positive. Non, négative. On considère comme les intouchables de l'Inde qu'elles n'ont pas droit à certains postes administratifs, par exemple, mais ces populations-là vont à l'école, sont instruites et tout.
Bon, ça c'est le côté, ça c'est une marginalisation, mais on les appelle, on ne leur dit pas directement, mais en privé, de façon un peu hypocrite, les anciens nobles continuent à les appeler quand même esclaves. Et de l'autre côté, on a dans la communauté arabe, alors là c'est l'aspect le plus difficile, le plus gênant, il y a des associations qui ont mis en avant des cas de pratiques qui avaient été considérées comme esclavagistes, mais que l'État avait nié. Il faut rappeler qu'en Mauritanie, il y a eu une loi en 1981 qui interdisait l'esclavage. Alors, ce qu'il y avait d'extraordinaire dans cette loi-là, c'est qu'on reconnaissait à l'esclave le droit, on revient à la question des dédommagements, le droit ou l'obligation de dédommager l'ancien maître pour pouvoir recouvrer sa liberté. Donc, il faut racheter sa liberté. Elle n'a pas été suivie du décret d'application, elle n'a pas bien fonctionné, cette loi de 81. En 2007, une nouvelle loi a été votée qui criminalise l'esclavage. Sauf qu'à chaque fois... C'est déjà un très grand pas. Oui, un très grand pas, on va dire théoriquement. C'est pour ça que moi je me méfie des lois qui sont votées comme ça. Bon, il n'y a pas eu de... Peut-être aussi que ça n'a pas pu aller jusqu'au bout en raison des coups d'État. Il y a des résistances. Oui, bon, il y a eu le coup d'État, mais il n'a pas remis en cause la loi. Mais il y a des résistances des anciens nobles qui continuent à maintenir, mais surtout loin des centres urbains, dans les petits campements, il y a des personnes, moi je peux le dire, je le dis d'autant plus facilement que le 21 novembre dernier, il y a à peu près 10 jours, pour la première fois, une personne a été, enfin 6 personnes ont été condamnées pour fait d'esclavage. En janvier, il y avait eu une première, c'est une première, mais jusqu'à présent, tout le monde avait nié. Moi, j'ai interviewé le président de la République, il me disait, n'est esclave en Mauritanie que celui qui voulait l'être. En gros, ça n'existait pas. Les personnes qui avaient été arrêtées en janvier de cette année, qui exploitaient des mineurs, qui étaient leurs esclaves, ils ont été condamnés au tribunal pour exploitation de mineurs. Juste pour exploitation de mineurs. Et quelles sont les peines encourues pour ces différents délits? 6 mois pour la... Normalement, c'est 10 ans. Normalement, c'est 10 ans. La loi punit de 10 ans les pratiques d'esclavage. Mais la semaine dernière, les personnes ont été condamnées, entre guillemets, non, été condamnées qu'à 6 mois d'emprisonnement et à peu près à 2600 € de dommages et intérêts pour les jeunes qui ont été traités comme des esclaves. La mère des 2 enfants a aussi été condamnée pour complicité. Voilà. C'est quoi? D'ailleurs, les organisations de défense des droits de l'homme ont fait appel parce qu'elles ont estimé que 6 mois pour avoir maintenu en esclavage des jeunes enfants, ce n'était pas assez. D'accord. Maintenant, parlons de collaboration. Est-ce que des passerelles sont jetées aujourd'hui entre les Africains, entre les Caribéens, entre les Américains, les personnes vivant dans l'océan Indien pour que cette mémoire de l'esclavage puisse être entretenue et que derrière, on puisse en faire quelque chose d'utile pour les générations à venir? Je pense qu'il y a les institutions internationales, probablement, rien que ne fût-ce que d'élaborer, j'imagine, ces ouvrages, nécessite une collaboration justement avec des personnes des États-Unis, des Antilles, etc., pour collecter déjà, j'imagine, les informations. Mais c'est vrai que la société civile également agit beaucoup, essaye de mettre en place ces passerelles, mais ce n'est pas évident quelquefois parce que des préjugés, justement, Parlant de préjugés, il y a une action contre Guerlain que vous avez menée, c'est comme ça que j'ai découvert l'association. Tout à fait. Bon, ces préjugés peuvent quelquefois mettre des barrières entre nous et nous empêcher de travailler de manière efficace et d'être unis. Et justement, des cas comme les propos de Jean-Paul Guerlain en octobre 2010, où, en fait, je résume très rapidement, où il a eu des propos presque négationnistes, je dirais même négationnistes, ont permis justement à toutes ces différentes communautés qui font finalement un tout, nous sommes africains, afrodescendants, de se retrouver derrière justement une cause et d'obtenir réparation. Et ça a été le cas. Pour résumer ses propos, il estimait que les Noirs, pour une fois... n'avaient pas travaillé assez. Donc il remettait en cause quand même, je dirais, moi, 600 ans d'esclavage, 400 ans, 200 ans de colonisation. Exactement, donc il remettait ça en cause et donc la mobilisation paye. C'est pour ça que je dis qu'il faut justement qu'on apprenne à être beaucoup plus actifs, qu'on se mobilise sur le terrain. Ce n'est guère évident, mais je ne vois aucune victoire ou aucun combat qui ne se gagne sans action, sans mobilisation sur le terrain. Et c'est cette mobilisation et surtout persévérance qui nous a permis d'arracher, en tout cas du groupe LVMH,
une réparation. Et donc, on a demandé un certain nombre d'engagements qui ont été pris. On va dire qu'aujourd'hui, 40% de ces engagements ont été honorés par ce groupe qui est propriétaire de cette marque-là. Très bien. Et on peut en citer quelques-unes. S'il oui. y a 40%, c'est qu'il y a des actions bien... Tout à fait. Donc, il y a la drépanocytose. On avait demandé à ce que soit versée une somme conséquente pour la recherche contre la lutte, justement, de la drépanocytose. Et on a choisi donc l'hôpital Robert Debré, qui a bénéficié donc d'un engagement sur 600 000 €, dont 150 000 € déjà versés là très récemment. Et on a choisi cet hôpital parce qu'il s'occupe justement aussi des Africains afrodescendants qui sont dans le 93, dans le 18e, 19e, enfin certains qui sont défavorisés parce que ça traite de l'enfant aussi. Paris, Seine-Saint-Denis. Exactement. Donc la mobilisation, enfin j'insiste encore une fois là-dessus, elle finit par payer. Donc il ne faut pas être découragé et baisser les bras face à des injustices. Il faut aller au front. Et beaucoup de choses ont changé comme ça. Même en France, il y a eu une révolution, donc entre guillemets, une démocratie. Voilà. Et, non, il y a vraiment en plus une véritable mobilisation. Nous, on travaille sur l'Amérique latine et les Caraïbes. Vous savez, en ce moment, il se passe un mouvement vraiment très intéressant. C'est qu'avant, dans les années 60-70, l'inspiration, le mouvement afro-descendant et le rapprochement avec l'Afrique s'est fait par les Afro-Américains, en fait. Donc l'impulsion est venue. Est venue avec les lois civiques et tout cela, tout le combat du Black Power, Black Panthers. Black Panthers, de Malcolm X. Et bon, après, on sait, ils ont eu quand même quelques acquis. C'était la loi de Affirmative Action qui a permis que toute une génération de jeunes leaders africains aujourd'hui ont émergé. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, il y a une espèce de tassement. Même si on a la possibilité aujourd'hui d'avoir deux candidats à la Maison-Blanche qui sont noirs. Oui, paradoxalement. Mais c'est de l'Amérique latine qui est en train d'émerger. De plus en plus de pays latino-américains qui, jusqu'à maintenant, ont quelque part oublié cette racine, sont en train de se réveiller et revendiquer leurs racines africaines. Et vraiment au Brésil, au Venezuela, au Pérou, en Bolivie, en Équateur, des pays qu'on n'imagine même pas qu'il puisse y avoir des afro-descendants. Et ça, c'était depuis, d'ailleurs, le mouvement a commencé avec le processus de Durban, de la préparation de la conférence de Durban. Et là, récemment, il y a eu un grand sommet ibéro-américain à Salvador de Bahia, où une déclaration a été adoptée par tous ces pays. Les chefs d'État, c'était au niveau des chefs d'État, les sommets. Ou que désormais, ils vont donner un fonds, ils vont créer un fonds, ils vont faire un observatoire sur la situation des populations afrodescendantes en Amérique latine. Il y a vraiment une dynamique qui est en train de... Cette année était l'année internationale des personnes d'ascendance africaine, effectivement. Et à ces sommets, ils ont adopté une décennie. Les pays latino-américains, ibéro-américains ont adopté une décennie sur les populations afro-descendantes. C'est bien parce que le racisme existe de manière très exacerbée dans ces pays-là aussi. Exactement. Et donc, il y a vraiment un moment, donc c'est sûrement pas le moment d'être résigné, d'être baissé ou même d'être découragé. Je crois qu'il y a vraiment, les luttes sont en train de payer. Il suffit maintenant de faire les jonctions nécessaires. Et là, la jonction entre cette diaspora et l'Afrique reste à faire. Ça fait depuis quelques années que l'Union africaine a décrété comme la diaspora africaine comme sixième région. Et jusqu'à maintenant, malheureusement, rien d'institutionnel n'a été fait à part les déclarations et la bonne volonté. C'est vrai qu'il y a des Américains, des Africains américains qui sont allés sur le continent pratiquer des tests pour déterminer leur origine. Oui, ça c'est le mouvement par ailleurs avec les nouvelles... On vous le laisse. Ça c'est un commerce qui marche aussi, mais je crois que le fait de donner, institutionnaliser cette sixième région qui est la région de la diaspora est vraiment un grand chantier dans lequel l'Union africaine, avec les Mais peut-être qu'elle n'a pas réussi à matérialiser aussi ce qu'elle entend par diaspora, parce que c'est quelle diaspora? La diaspora récente, la diaspora historique, c'est peut-être cela aussi, que la diaspora historique ne se reconnaît pas dans ce que l'Union africaine dit, ou que la diaspora récente se dit j'envoie déjà de l'argent, c'est largement suffisant pour être reconnu comme acteur économique. Je pense qu'il y a eu beaucoup de... La définition, qu'est-ce que c'est la diaspora? Enfin, la diaspora africaine, en fait, c'est trois vagues de diaspora. Il y a la diaspora africaine dans le monde avant l'esclavage, qui allait, il ne faut pas oublier, en Inde, en Asie, et même selon certaines recherches historiques, en Amérique avant Christophe Colomb. Donc, ça inclut cette première vague. La deuxième vague, c'est la vague vraiment de l'esclavage, qui est la diaspora la plus massive, avec des
dizaines de millions de gens. Et enfin, la troisième vague de diaspora, c'est celle post-coloniale, avec les pays africains et les gens qui partent pour des questions en général économiques. Je pense que quand l'Union africaine, c'est à préciser, parle de diaspora africaine, je pense qu'ils prennent en compte, en tout cas on doit prendre en compte ces trois vagues de diaspora. D'accord. Parce que ce sont des ressources, ce sont des sources. Vous êtes ressortissant de Djibouti, nous n'avons malheureusement pas parlé de la traite en direction du monde arabe. Probablement qu'une autre fois, nous aurons probablement l'occasion d'y revenir dans d'autres émissions, peut-être l'année prochaine ou en cours d'année. Merci en tout cas d'être venu, M. Ali Moussaïe. Je rappelle que vous êtes coordonnateur. Un mot par Juste rapport aux nouvelles formes d'esclavage. Il faut quand même faire attention de ne pas confondre ces nouvelles formes-là, justement dont on parle, un employé qui est surexploité, et des cas où des descendants ou des personnes sont privées, par exemple, de leur héritage juste parce qu'elles sont considérées comme esclaves. Et ça existe encore aujourd'hui, par exemple, en Mauritanie ou au Soudan. Finalement, le trait commun de tout ça, c'est le capitalisme. Exactement. Donc les altermondialistes sont aujourd'hui, on peut les considérer aujourd'hui comme des partenaires de la lutte contre l'esclavage. Si je résume un peu votre pensée de façon grossière. Ils remettent en cause le schéma. Tout à fait. Même en Europe, à travailler plus pour gagner plus, je suis désolé, c'est une forme d'esclavage. D'accord. On n'a pas parlé des formes d'exploitation des enfants, des domestiques en Europe qui sont souvent victimes, partie de leur pays. Les droits de cuissage qui existent encore. Oui. La prostitution. Oui, la prostitution qui est un fléau majeur. Mais je voulais vraiment adhérer à votre précision. Je crois que c'est très important, tout en luttant contre les nouvelles formes d'esclavage, de ne pas diluer le terme esclave ou l'esclavage tel qu'il a pu être pratiqué ou tel qu'il peut se continuer à se pratiquer dans certains pays avec ces nouvelles formes d'exploitation de l'être humain. Non, c'est peut-être ce qu'il faudrait dire pour être juste. Une nouvelle forme d'exploitation. C'est d'ailleurs les formes consacrées au niveau des Nations Unies, on dit les formes contemporaines de l'esclavage. Mais l'esclavage en tant que tel, comme système légalisé et supporté par tout l'appareil des États et de la société, je crois que celui-là, il est historique et il doit garder sa spécificité parce qu'il ne pas trop le confondre, mais bien que parfois il y a des passerelles entre les deux aujourd'hui dans certains pays. Merci beaucoup, M. Ali Moussaïe. Je rappelle ce projet, ce grand projet que vous portiez et qui se matérialise aujourd'hui, celui sur l'histoire générale de l'Afrique. Nous espérons que nos téléspectateurs, que nos dirigeants auront l'occasion de lui donner toute la place qu'il mérite dans l'appropriation collective de notre patrimoine historique. Merci d'être venu. Merci. Merci de nous avoir reçus. Merci à vous, Monsieur Martin Luther Bita, journaliste à ubiznews.com. Merci à René Clément de Mirada. Merci enfin à Abdoulaye Diagana, qui est chercheur, journaliste et qui était avec nous aujourd'hui pour parler des nouvelles formes d'exploitation, si on doit résumer clairement. Merci à vous tous de nous avoir regardés. Merci à Gaïr Rouillard, à Nabi Ketouré, à Valérie Sabir, à Jean-Marie Bloch et à vous qui êtes restés devant votre écran pour nous suivre jusqu'à la fin. Rendez-vous, restez en compagnie déjà des programmes de Télé Sud et rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle édition de Pile et Face ou de édition spéciale. À bientôt.